Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle explication. On plonge directement dans le vif du sujet aujourd'hui, la reproduction humaine. C'est tout simplement le moteur biologique de notre espèce, ce qui nous permet d'être là. C'est un processus absolument fascinant. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il repose sur deux choses incroyables. Une fécondation interne qui offre un véritable cocon ultra protégé pour se développer et un investissement énorme et à très long terme pour s'occuper des jeunes. C'est vraiment de l'ingénierie biologique de pointe. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble tous ces mécanismes complexes en s'appuyant uniquement sur les données scientifiques pour comprendre comment la vie se transmet génération après génération. Alors, voici le programme qu'on va suivre. On va d'abord parler de la biologie de la reproduction au sens large, ensuite de la puberté et de la transformation du corps. On passera ensuite à l'anatomie reproductive, puis on fera un zoom sur les gamètes, ces petites cellules hyper spécialisées, et on terminera, bien sûr, par le grand voyage, de la fécondation jusqu'à la naissance. Allez, première étape, la biologie de la reproduction, ce véritable fondement de la continuité de notre espèce. Bon, on le sait, la reproduction sexuée nécessite la rencontre d'un système masculin et d'un système féminin. Mais avant d'aller plus loin, il faut absolument qu'on clarifie deux termes scientifiques qu'on confond presque tout le temps, la fertilité et la fécondité. Ce n'est vraiment pas la même chose. La fertilité, c'est la capacité, l'aptitude biologique pure à concevoir une grossesse. La fécondité, c'est le résultat concret, c'est le fait d'avoir effectivement procréé et d'avoir donné naissance à un enfant. Pour vous donner un ordre d'idée, la fécondité naturelle d'un couple en parfaite santé, c'est environ 25% par cycle menstruel. Voilà, poser ce vocabulaire dès le départ, ça nous donne une base très précise pour la suite. Passons maintenant à la deuxième grande étape de notre explication, la puberté. C'est la grande transformation du corps pour se préparer à donner la vie. Imaginez un peu, entre 10 et 19 ans environ, le corps subit une véritable métamorphose biologique. C'est la fin de l'enfance et le corps développe soudainement ses capacités structurelles et fonctionnelles pour la reproduction. Et ce qui est fou, c'est que ça ne se passe pas du tout au même rythme selon les sexes. Si on observe les données de croissance, on voit tout de suite un décalage. L'accélération de la croissance chez les filles commence bien plus tôt, avec un pic qui survient généralement entre 11 et 13 ans. Chez les garçons, ce pic se fait attendre un peu plus, plutôt autour de 13 ou 14 ans. C'est un vrai marqueur physique, mesurable, de cette fameuse entrée dans la maturation corporelle. Et évidemment, cette croissance s'accompagne de l'apparition des fameux caractères sexuels secondaires. En gros, le corps change radicalement de forme. Chez les filles, entre 9 et 16 ans, le bassin s'élargit et la poitrine se développe. Chez les garçons, un peu plus tard, disons entre 11 et 17 ans, ce sont les épaules qui s'élargissent, les muscles qui prennent du volume et la voix qui mue. Mais attention, il ne faut pas oublier une chose cruciale. La puberté, ce n'est pas que de la mécanique. C'est aussi un énorme chamboulement psychologique. C'est la quête d'autonomie, la personnalité qui s'affirme, les premiers sentiments amoureux. Bref, absolument tout change. Et sur le plan purement physiologique, l'évolution de la masse des glandes reproductrices est vraiment frappante. Avant la puberté, la courbe de la masse des testicules ou des ovaires est presque complètement plate, il ne se passe pas grand-chose. Puis, paf, dès l'entrée dans l'adolescence, c'est l'explosion. On assiste à une augmentation hyper rapide et spectaculaire. Ces organes, qui sont littéralement les usines de production des gamètes, arrivent à maturité pour devenir pleinement fonctionnels. Ce qui nous amène logiquement à notre troisième point, l'anatomie reproductive, ou comment fonctionne la mécanique de la vie. Bon, on a vu les changeants à l'extérieur du corps, maintenant regardons sous le capot. Comment cette mécanique s'organise-t-elle ? Quand on compare les deux systèmes, le contraste est saisissant. L'appareil féminin est presque exclusivement interne. Il est conçu pour accueillir et protéger avec les ovaires, les trompes de Fallope, l'utérus et le vagin. Chez l'homme, en revanche, une grande partie du système est externe, notamment le pénis et les testicules. Même s'il faut bien le dire, il y a aussi toute une tuyauterie interne très complexe, comme les canaux déférents ou la prostate. D'ailleurs, vous vous êtes peut-être déjà demandé pourquoi les testicules sont situés à l'extérieur du corps. Ce n'est pas un hasard, c'est une exigence biologique absolue. Pour fabriquer des spermatozoïdes sains, il faut un environnement légèrement plus frais que nos 37 degrés habituels. Si ces glandes ne descendent pas correctement vers l'extérieur, c'est une condition qu'on appelle la cryptorchidie, la chaleur du corps détruit tout simplement les cellules germinales, ce qui rend stérile. L'anatomie est donc parfaitement et strictement dictée par cette contrainte de température. Et si on regarde comment ces systèmes fonctionnent au quotidien, c'est là aussi très différent. L'appareil masculin, c'est un peu l'usine qui ne s'arrête jamais. Dès la puberté, il produit des centaines de millions de gamètes en continu, jusqu'à un âge très avancé. Autre détail technique, il utilise le même canal, l'urètre, pour la fonction de reproduction et pour uriner. Le système féminin, lui, fonctionne de manière cyclique. Pas de production de masse en continu ici. De la puberté à la ménopause, il libère en général un seul ovule bien précis chaque mois. Et d'un point de vue anatomique, ses voies génitales et urinaires sont totalement séparées. Passons maintenant à la quatrième partie, les gamètes. On va zoomer au niveau microscopique pour voir de quoi on parle exactement.
Alors, rapprochons-nous encore un peu. Regardons les véritables stars de ce processus, ces cellules qui portent le plan génétique d'un tout nouvel individu. La différence de stratégie entre les deux est juste époustouflante. D'un côté, on a les spermatozoïdes. Ils sont minuscules, super rapides grâce à leurs petits flagelles et fabriqués en quantité industrielle. L'organisme en produit entre 60 et 100 millions par millilitre. De l'autre côté, l'ovule. C'est une cellule géante en comparaison, remplie de réserves nutritives, et le corps n'en libère qu'une seule par mois. En gros, un camp mise tout sur le nombre et la vitesse, alors que l'autre mise sur la qualité et l'environnement d'accueil. Ce qui nous mène à notre 5e et dernière grande étape, de la fécondation à la naissance. C'est vraiment le point culminant de tout ce cycle biologique. Du coup, comment tout cela s'assemble-t-il concrètement ? Tout commence au rythme du cycle féminin qui dure en moyenne 28 jours. D'abord, on a la phase folliculaire, où l'ovule mûrit tranquillement dans l'ovaire. Ensuite, aux alentours du 14e jour, c'est le grand moment, l'ovulation. L'ovule est expulsé dans la trompe de Fallope. Et enfin, on entre dans la phase lutéale, où la paroi de l'utérus s'épaissit pour devenir un nid bien douillet, prêt à accueillir un éventuel embryon. Et si un rapport sexuel a lieu au bon moment, c'est dans cette fameuse trompe de Fallope que la rencontre a lieu. Imaginez la scène. Des millions de spermatozoïdes font la course, mais un unique spermatozoïde parvient à pénétrer l'ovule. C'est un moment extrêmement précis. Dès l'instant de cette pénétration, leurs deux noyaux fusionnent. C'est ça, la conception. Les demi-codes génétiques de chaque parent se combinent pour créer une toute nouvelle entité, unique au monde, le zygote. À partir de cette fraction de seconde, c'est une véritable course contre la montre qui s'engage. Cette première cellule va se diviser et se multiplier tout en voyageant vers l'utérus. Au bout d'environ 7 jours, elle vient s'y accrocher, c'est ce qu'on appelle l'anidation. Pendant les 8 premières semaines, on l'appelle un embryon. C'est là que tous les organes principaux se forment. Et à partir de la 9e semaine, ça y est, on part de fœtus. Il va continuer à grandir, à prendre du poids et à se perfectionner jusqu'au grand jour de l'accouchement, qui arrive généralement entre 38 et 40 semaines. Ce qui est absolument prodigieux, c'est que pendant tous ces mois, le futur bébé vit en symbiose totale avec sa mère. Il est nourri et oxygéné par un organe créé spécialement pour ça, le placenta. Relié par le cordon ombilical, ce placenta agit comme un super filtre qui apporte les nutriments vitaux et évacue les déchets. Ce lien physique, cette ligne de vie ininterrompue, fait tout le travail jusqu'au moment où les fameuses contractions utérines commencent, pour annoncer que c'est l'heure. En y repensant, c'est vraiment une chorégraphie d'une précision et d'une complexité vertigineuse. Pensez-y, tout part de la fusion de deux minuscules cellules pour aboutir à un être humain entier. La science médicale a déjà percé énormément de mystères autour de cette incroyable ingénierie biologique. Mais face à un système aussi parfait, alors que nos outils continuent de s'améliorer, on ne peut s'empêcher de se poser une dernière question. Quelles seront les prochaines grandes frontières de la création de la vie que nous arrivons à décoder ? C'est sur cette réflexion fascinante qu'on termine cette explication. Merci de nous avoir suivis et à très vite pour de nouvelles découvertes scientifiques.